Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur le dernier mois de septembre qu'a connu l'Inter après ce derby de la Madonnina. On va revenir un peu sur tous ces matchs qui se sont passés. On va revenir aussi un peu on va faire deux focus particuliers. Un sur Benjamin Pavard qui prend de plus en plus de place dans cette équipe de l'Inter et sur Denzel Dumfries qui réalise quand même un très bon début de saison déjà sur le plan statistique mais aussi d'un point de vue performance. Et les gars, dans la troisième partie, on va revenir un peu sur la course au Scudetto. On va faire un petit peu les points forts et les points faibles de chaque équipe. Donc l'Inter, le Milan et la Juve. On va prendre les trois classiques qui ont été nommés dans la course au Scudetto et qui y sont toujours. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai un invité qu'on a déjà reçu évidemment à maintes reprises dans le podcast et que vous connaissez très bien, c'est Paul Vinet. Comment ça va, Paul? Salut, écoute, ça va très bien. Et figure-toi que j'ai regardé, ça faisait 7 mois, 6 mois ou 7 mois que je n'avais pas fait le podcast. La dernière fois, l'Inter n'avait pas atteint la demi-finale de Ligue des Champions. Autant dire que s'en est passé des choses. Ah oui, il s'est passé énormément de choses C'était après depuis cette Porto, je période. crois, la dernière fois qu'on s'est vu. Ouais, c'est ça, je me souviens. C'était juste un pré-Porto, un peu avant le tirage, un peu avant, enfin pas le tirage du coup, mais un peu avant Benfica et toutes Pas encore eu les. la demi contre Milan et pas encore évidemment la finale de Champions. On n'était même pas encore dans la mauvaise période Serie A de l'Inter où on se demandait si Inzaghi devait être viré avant le match contre Benfica. Donc c'est Ah vrai bah, que on s'était même posé la question de savoir s'il fallait changer l'été, s'il allait tenir jusqu'à l'été, tu vois, pour te dire à quel point ça va vite dans le football. ah ben, clairement. Et notamment, ça va très vite. Bah, justement, avec justement ce programme, Paul, on va attaquer tout de suite cette première partie. Donc, je le disais, hein, ces matchs, entre guillemets, post-derby des La Madonnina qui sont arrivés aussi pour l'Inter, hein, que ça soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Donc, pour vous donner évidemment le descriptif précis, match nul 1-1 face à la Real Sociedad à l'extérieur, victoire 1-0 contre Empoli à l'extérieur, défaite 2-1 contre Sassuolo à domicile, victoire 4-0 face à la Salernitana à l'extérieur, et évidemment tout récent avant-hier, hein, puisqu'on enregistre jeudi, victoire 1-0 contre Benfica sur un but de Marcus Thuram. Paul, du coup, là, on a fait un peu le récapitulatif statistique un peu de tous ces matchs-là, mais mine de rien, il y a eu pas mal d'histoires qu'on a pu raconter depuis ces matchs. On se souvient du match contre la Real Sociedad où l'Inter a été en grande Ouais. difficulté pendant les 70-75 premières minutes du match. On a eu ce match contre Empoli où voilà, l'Inter aurait pu inscrire un but un peu plus tôt, mais aurait pu aussi se Ouais, faire peur un peu sur la fin de c'est ça. match. La défaite aussi contre Sassuolo avec une équipe qu'on pouvait sentir un peu épuisée physiquement sur la deuxième mi-temps. Le carton face à la Salernitana qui, ouais, je rappelle, on parle du quadruplé de Lautaro, mais s'il y a 2-3-0 à la 10e minute et que toutes les occasions de l'Inter, c'est clairement pas volé non plus. Et on a aussi, Paul, bah, du coup, ce match contre Benfica qui s'est terminé il y a quelques jours maintenant avec aussi pas mal d'occasions ratées et on C'est va y ça, ouais. revenir, Paul. Post-derby, t'en tires quoi un peu de ce bilan de l'Inter entre du coup ce match, premier match de Ligue des Champions de la Real Sociedad et ce match Benfica en Ligue des Champions et tous ces matchs de Serie A qui ont été entre les deux? Ouais, tu as fait un résumé, il y a un peu de tout au final. On a un peu toutes les émotions où tu as bon, déjà, tu as l'émotion du derby que tu survoles, donc tu es dans l'euphorie et tu vas à la Sociedad et où tu sors un peu frustré de ce match nul. Alors, heureux au final, parce que tu te fais balader, tu as dit 75 minutes, et tu te poses des questions sur Inzaghi, sur son coaching qui a fait un turnover sur ce match-là pour privilégier le match contre Empoli. Donc au final, écoute, le nul, c'est un bon résultat parce que tu restes à l'extérieur et face à une belle Sociedad. Donc voilà, même si tu te poses des questions, tu vois le côté positif en te disant que tu n'as pas perdu. Donc tu n'hypothèques déjà pas un gros joker pour une qualif. Et puis Empoli derrière, où c'est pareil, c'est un peu poussif. Alors que là, ce coup-ci, tu mets l'équipe type. Donc c'est ça
qui est un peu compliqué, c'est que ouais, tu es face à Empoli qui fait son premier match avec son nouveau coach, donc tu peux dire qu'en face, c'est un peu, faut montrer les muscles pour bien se faire voir, donc tu ressens ça un peu dans le jeu et au final, tu t'en sors. Bon, après, tu voles pas la victoire, hein, mais tu prends la victoire et Sassuolo, c'est le hic, mais voilà, tu l'as dit, t'es dans l'enchaînement des matchs où t'as vécu ton premier match de Coupe d'Europe et c'est ton premier match de championnat en semaine, je pense, le Sassuolo derrière. Donc c'est là où t'es en plein dans le jus calendrier. Et donc tu te fais un peu punir par une équipe de Sassuolo qui joue bien, hein, derrière, juste avant qu'il tape la Juve. Donc aussi dans l'euphorie de son côté. Et tu te reprends façon Salernitana où tu l'as dit, le quadruplé de Lautaro, mais au final, t'as jamais, même si tu fais 0-0 à la pause, t'as jamais été vraiment en difficulté et t'as toujours été en maîtrise dans ce match. Et tu reproduis ça contre Benfica où au final le 1-0 est plutôt flatteur pour les Portugais, comme l'a dit l'ami Inzaghi en conf après, où je pense que Lautaro il pouvait faire deux quadruplés de suite entre Salernitana et le Benfica. Donc au final c'est quand même un bon bilan, même si t'as ton unique défaite de la saison pour l'instant et dans ce petit calendrier, mais dans les matchs tu t'en sors quand même avec 3 clean sheets, qui est un peu la spécialité maison du début de saison. Donc tu restes sur tes acquis du début de saison, t'as pas de grosses fractures et tu te remets surtout très bien. De ton unique défaite, personne n'a tergiversé et tu t'es tout de suite remis à l'endroit. Donc, écoute, pour l'instant, je pense que tous les voyants sont au vert côté Inter quand même. D'ailleurs, Paul, il y avait un peu post-Milan ce problème des saisons dernières qui est un peu revenu nous hanter, si je puis dire. C'est un peu ce problème à la finition où on a trouvé une Inter très clinique dans le derby, très clinique face à la Fiorentina. Enfin, on peut même généraliser sur tout le début de saison Ouais. jusqu'au derby. Et puis, post-derby, voilà, on parle du match contre Empoli. Bon, alors, il y a ça, entre guillemets, il faut différencier aussi peut-être le manque de réussite, aussi des problèmes de finition. Il y a la tête de Darmian qui doit tous les jours Ouais. rentrer mais du coup qui arrive pas à rentrer. Euh, tu penses que ça vient d'où aussi un peu ces problèmes de finition qui sont arrivés depuis le derby? Comment on peut les expliquer? Comment on peut expliquer? Alors, c'est une bonne question. Tu retrouves l'Inter un peu de l'an dernier, qui a eu beaucoup de. Bon, on a vécu ça beaucoup de fois. Tu mènes 1-0, tu n'as jamais su tuer le match. L'explication, on l'avait déjà pas l'année dernière, on s'était déjà posé la question et on n'avait pas trop de réponses. Là, on est un peu parti dans le même délire. Alors, la différence avec l'année dernière, c'est que quand tu avais ce fameux 1-0, tu prenais le but. Donc, tu te faisais égaliser et là, là, c'était une autre histoire. La différence cette année, c'est que tu ne prends plus ce but. Donc, c'est un peu moins gênant. C'est frustrant évidemment en sortie de match, mais c'est moins gênant sur le résultat, on va dire, comptable. Après, il n'y a pas trop de logique. Voilà, tes cliniques, tu l'as dit, contre la FIO, tu leur en mets 4, le derby, t'en mets 5, et derrière, t'en chies un peu devant le but, mais t'en claques 4 contre la Sarnitana. Donc, on va dire que c'est très irrégulier sur ce plan offensif. Donc, je pourrais pas te dire parce que tes deux attaquants titulaires, pourtant, ils plantent. Hein. C'est un peu les deux grosses satisfactions début de saison, c'est qu'ils répondent présent. Je peux pas te dire en fait, tant que tu perds pas, tu perds pas de points si, parce qu'au final, contre Sassuolo, t'en perds, mais tu perds pas de gros points, on va dire, dans cette quête au Scudetto, c'est pas trop gênant. Et la question, pour moi, elle se pose. Enfin, elle a pas besoin. C'est une question qui se pose, mais qui est pas non plus une question qu'il faut absolument résoudre tant que défensivement tu tiens le coup. Pour moi, ça, c'est pas très grave, on va dire. Quand on prend aussi cette série de matchs, Paul, il y a des joueurs qui bon, il y a eu un peu des fluctuations. On a vu que Mkhitaryan, peut-être après ce match du derby, il y avait des prestations. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer aussi avec l'enchaînement des matchs? On sait Mm. qu'Inzaghi le laisse un peu jamais souffler, mais on avait Mkhitaryan moins bon, là, qui a un peu retrouvé son éclat face au Benfica. On avait Barella qui n'avait pas encore lancé sa saison. Contre la Salernitana, c'était mieux. Là, contre Benfica, il sort vraiment une très grande prestation, donc peut-être que ça va lancer sa saison. On avait aussi sur les côtés les remplaçants des Pistons qui, Quadrado était blessé, donc malheureusement qui n'avait pas pu être là, et Carlos Augusto qui a commencé un peu en montant en puissance, mais qui avait aussi commencé un peu à être en difficulté. Les Di Marco aussi qui était, on va dire, peut-être à bout physiquement sur certaines fins de match. C'est vrai que après le derby, on pouvait sentir dans le jeu, parce que mine de rien, si on enlève la défaite
dans les résultats, c'était loin d'être horrible, Paul, mais Ouais. c'est vrai que dans le jeu, on avait senti peut-être pas un épuisement, parce qu'encore, je répète, contre Empoli, il y a du très bon jeu. Normalement, ça doit Oui, être tu concrétisé domines, avant, hein. avant même la mi-temps. Mais contre Sassuolo, on a senti un peu un effritement à un moment donné. Contre la Salernitana, à un moment donné, il y a les occasions, mais t'as vraiment l'impression que Lautaro, il arrive et il donne un peu une sorte de second souffle, une Ouais. deuxième vie aux joueurs. Contre la Sociedad, tu te fais rentrer dedans, comme on a dit, pendant 75 minutes. Il faut attendre que certains titulaires rentrent pour réimpulser encore quelque chose, notamment à l'image d'un Marcus Thuram. Comment on l'explique aussi un peu cette passe un peu dans le jeu, Paul, où sur certaines parties de match, on a surtout l'impression d'avoir une équipe peut-être plus lourde physiquement, qui a un peu plus de mal à gérer certaines certaines données de l'adversaire. On a pu le voir aussi face au Benfica en première mi-temps où on a vu une Inter un peu plus lourde et tu as l'impression que voilà, ils reviennent des vestiaires et bam, de nouvelle vie, entre guillemets, second souffle qui arrive et qui permet à l'équipe de pousser un peu, d'aller chercher 4 buts contre la Salernitana, le but contre Benfica, ce but aussi contre Empoli. Comment tu l'expliques aussi un peu à chaque fois ces passages à vide et dans le même match, on arrive à retrouver une nouvelle énergie? Ouais, bah, tu l'as dit en tout début des questions, c'est que bah, c'est le premier enchaînement de matchs de la saison. Donc c'est bah, en fait, enfin, j'ai l'impression que toutes les grosses cylindrées de Serie A ont un peu vécu ça. Personne n'a été vraiment parfait dans le jeu, dans la continuité des matchs, dans les équipes européennes. Donc enfin, pour moi, c'est assez normal. Surtout qu'au final, tu te rends compte que, bah, par exemple, tu as parlé d'Mkhitaryan, c'est que t'as pas forcément un banc monstrueux à partir du moment où tu as Fratesi qui se blesse au milieu de terrain. Comme il fait pas, enfin Claesson, on commence seulement à le voir vraiment là. Aslani, déjà on le voit plus que l'année dernière, c'est déjà une victoire, mais on le voit pas encore énormément. Donc déjà rien que ce poste, ce secteur au milieu, bah t'es un peu dans le délire de garder toujours le même joueur, donc t'as un essoufflement forcément, ce qui est plutôt logique. Pareil sur les ailes, bah, du coup Dumfries est obligé d'enchaîner à droite parce que Quadrado était out. Il y a le seul vraiment poste où ça a vraiment tourné, c'est le Di Marco qui a laissé sa place un peu à Carlos Augusto. Et bon, après, offensivement, comme tu as Arnautovic aussi qui s'est blessé pour quelques mois, tu es obligé de garder au moins un de tes deux titulaires du départ, toujours beaucoup d'envois, et l'autre est plutôt sur le banc, il rentre en cours de match. Donc, moi, ça m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. C'est si on vit encore cette irrégularité, on va dire, dans un simple match en toute première période où c'est poussif, une seconde où ça déroule. Si tu vis ça contre Bologne et contre le Torino, on peut même aller jusqu'à Salzbourg derrière. Là, oui, il faudra se poser des vraies questions parce que tu enchaîneras un peu moins les matchs, surtout que tu auras eu la trêve entre-temps pour recharger les batteries après Bologne. Là, en Ligue des Champions, enfin, je peux comprendre cette irrégularité en Ligue des Champions, sachant qu'en face, bah, tu as une belle équipe de Benfica quand même, donc tu as une première période où c'est surtout c'est un combat entre deux équipes et donc de l'observation, et l'Inter prend la mesure au fur et à mesure et fait exploser un peu Benfica dans le jeu. Bref, si au final tu gagnes qu'un 0, mais voilà, entre la première période où c'est plutôt équilibré, la seconde où tu n'as qu'une équipe sur le terrain, tu vois que l'Inter remporte ce combat, mais le seul hic pour moi, ouais, c'est Sassuolo. La Salernitana, en fait, c'est un peu pareil, c'est que tu dois déjà mener à la mi-temps. Et en fait, en seconde période, bah, il suffit de mettre le premier pour faire péter le verrou et derrière, Lautaro qui se régale. Mais ouais, le seul match pour moi qui est plutôt inquiétant, c'est le Sassuolo, c'est que t'as pas vraiment d'explication parce que c'est ton équipe type sur le terrain et t'exploses en l'espace de 10 minutes. Je crois les deux buts, c'est en moins de 10 minutes, tu prends les deux. Donc, il n'y a pas trop d'explications là-dessus. Après, ça arrive. Sassuolo aussi, il va la chercher aussi sa victoire avec un Berardi qui était le Berardi qu'on connaît contre une équipe du Milan, que ce soit Milan ou l'Inter. Berardi se réveille toujours où il fait des masterclass. C'était la masterclass des Berardi de l'année contre l'Inter. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas trop d'explications sur cette non-seconde période des Nerazzurri. Et tu parlais aussi justement, Paul,
de rotation peut-être plus limitée à certains secteurs. C'est vrai que bon, pour le moment, là, les joueurs vont revenir. Fratesi, alors je sais pas si Fratesi va pouvoir être là contre Bologne, mais bon, il sera là pour les prochains matchs. Quadrado est revenu, on n'a pas pris de risque face à Benfica. Mais là où Inzaghi est un peu tel un funambule, j'ai envie de dire, Paul, c'est un peu sur le cas de l'attaquant où c'est un Ouais, peu comme un funambule. Si le funambule ne bouge pas sur son fil, il tombe. Mais s'il bouge mal, il tombe aussi. Inzaghi est un peu dans la même manière où s'il garde Thuram Lautaro tout le temps, bah, la blessure peut arriver. Et on a eu c'est peur ça. contre Benfica. Finalement, c'est que des crampes pour Thuram, mais on a eu peur d'une blessure. Donc Ouais, s'il touche à rien et qu'il les laisse, la blessure est possible pour l'un des deux, voire peut-être même les deux. Mais s'il bouge, les alternatives sont limitées parce que ah c'est que bah, des t'as 9,5 juste derrière. Alexis. T'as juste Voilà, Alexis derrière. Ouais, c'est Sanchez 9,5 ou Mkhitaryan qui jouerait 9,5 ou Klaassen qui jouerait 9,5. ouais, Donc en fait, t'as plus ta référence en 9. Faudrait peut-être aller puiser dans le secteur de la Primavera avec le jeune Sarr qui a justement été appelé contre Benfica. Mais on sait que déjà qu'en Italie, lancer des jeunes de la Primavera, c'est pas quelque chose de pas la commun. mode. Alors, encore plus à l'Inter où c'est loin, loin, Ouais. loin d'être commun. Là, c'est vrai que Paul, sur le cas en tout cas de l'attaque précisément, et après on fera les focus sur les autres joueurs, mais c'est vrai que sur le cas de l'attaque, Inzaghi doit y aller tel un horloger avec une précision d'horloger et faire les micro-réglages quand il le faut et jouer sur le fil du rasoir un petit peu C'est ça. jusqu'au retour d'Arnautovic. C'est ça, et le retour, il est, je crois que c'est novembre, hein, le retour, donc faut retenir l'après-trêve, va falloir retenir quelques matchs, où là encore tu vas enchaîner des matchs avec la Coupe d'Europe, donc ça va être va falloir croiser les doigts pour pas qu'un des deux se pèse, parce que même à Sanchez, sur le terrain, enfin moi c'est rentré, je les trouve vraiment pas dingo, et il a été titulaire, il me semble, une fois cette saison, je veux pas dire de bêtises, où j'ai pas gardé un immense souvenir de sa prestation. Donc ouais, va falloir un peu croiser les doigts pour Lautaro et Thuram pour pas qu'il y ait de pépins, parce que bah, soit tu bricoles avec Mkhitaryan ou comme tu l'as dit Klaassen qui vient en 9,5, soit va falloir penser à un autre système sur quelques matchs. Et donc ça peut être casse-gueule. Donc là-dessus, ouais, clairement, la blessure d'Arnautovic, c'est un peu la boulette de ce début de saison, c'est que bah, tu l'as dit, t'es en mode funambule, donc t'as pas trop de visibilité et t'arrives. Alors là, la trêve va faire du bien, mais après, t'arrives à un moment où tu vas enchaîner. Donc, et tu peux, vu que l'objectif, ça reste quand même le Scudetto, l'objectif numéro un, tu peux pas forcément te permettre de faire un énorme turnover, surtout dans ce secteur où en fait ton turnover il se limite à 3 joueurs pour 2 postes. Et en plus, après la trêve, tu joues quand même la Roma, tu as un déplacement à la Talenta, donc c'est pas non plus des. Tu joues pas Empoli, quoi. Tu joues pas Empoli Salernitana où tu peux plus te permettre de faire tourner. Là, c'est des matchs où va falloir sortir l'équipe type. Donc, c'est la grosse interrogation. Ouais, de toute façon, tu parlais de la Primavera, mais si t'as un Lautaro qui se pète, t'as pas trop de choix finalement. Va falloir prendre les joueurs dispo au poste, hein, donc il va falloir piocher dedans. On va quand même commencer avec Denzel Dumfries, mine de rien, qui c'est vrai qu'à lancé sa saison, on va dire un peu sur les chapeaux de roue, hein, que ce soit d'ailleurs avec l'Inter, que ce soit avec l'Inter ou même avec les Pays-Bas. Donc sur le début de saison, Denzel Dumfries, c'est 6 matchs pour 2 buts, 2 passes décisives. En Ligue des Champions, il a aussi inscrit une passe décisive, donc on en est à 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et en équipe nationale, il a déjà fait 5 passes décisives avec les Pays-Bas. On l'a vu hein, durant la précédente trêve où il était chaud bouillant sur le match. Je crois qu'il fait un triplé de passes décisives sur un seul match avec les Néerlandais. Euh, on sent, Paul, que cette concurrence de Juan Cuadrado qui est venu quand même le titiller, parce que Cuadrado, on sait que peu importe dans quelle équipe il vient pas jouer les mecs qui veulent aller s'asseoir sur le banc et juste prendre leur chèque. On sait qu'il est là pour aller prendre une place de titulaire si possible. Et on sent qu'un peu ça a reboosté Dumfries sur cette saison. On sent vraiment un Dumfries plus motivé, euh, aussi dans l'utilisation meilleure, hein, parce qu'on connaît le profil de Denzel Dumfries. C'est un joueur qui a besoin d'être lancé en profondeur, d'avoir de l'espace à côté de lui. C'est pour ça que souvent le jeu penche énormément à gauche côté du Marco, où les combinaisons se font là avec Bastoni, avec Ouais. Mkhitaryan, avec Thuram ou Lautaro qui décroche dans cette zone. Et le but, c'est de laisser le côté droit, de laisser Dumfries mordre la ligne le plus possible pour lui laisser les meilleures possibilités de centre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du début de saison du néerlandais, toi, Paul, où là, on sent vraiment que
il a peut-être pris une dimension plus grande à l'Inter et surtout on a l'impression d'une plus grande régularité par rapport à Ouais. ses deux précédentes saisons. Ah bah la diff avec l'an dernier, on parlait d'un joueur qui était très irrégulier, qui était capable de te faire un match masterclass sur son côté avec plusieurs passes D, le lendemain de te faire un match horrible avec des boulettes derrière. Cette année, pour l'instant, on n'a pas encore eu cette version et on n'a que la bonne version. Et oui, peut-être la concurrence lui fait du bien, il y a moyen, mais après, c'est un joueur aussi, là tu pars sur une nouvelle saison, donc c'est un joueur qui a rechargé les batteries, qui a une grosse activité, donc qui demande une grosse énergie, donc il a dû bien booster les piles durant l'été, le garçon. Et donc pour l'instant, ça tient, la baraque, elle tient bien. Il y a pas grand-chose à dire à part le fait que c'est, alors si t'enlèves peut-être les deux grosses satisfactions du début de saison qui sont Lautaro et Thuram devant, pour moi c'est peut-être la troisième, quatrième satisfaction côté Inter, c'est que il fait la diff quasiment à tous les matchs. Même hier ou avant-hier, pardon, où il n'est pas sur une prestation, il n'est pas sur un énorme match, mais il fait un bon match et il va quand même te claquer la passe D. Tu vois, même quand il fait pas un top match, il fait quand même la stat qu'il faut, il fait la différence au moment où il faut. Donc c'est un gonflé par Quadrado, je sais pas, parce qu'au final, Quadrado, il se blesse, il est plus là après Milan, je crois, où il se blesse. C'est juste après la trêve internationale où il se pète pendant la trêve internationale. Ah oui, c'est ça, ouais, donc au final, oui, Stamford est obligé d'enchaîner. Et oui, pour l'instant, on touche du bois, mais pour l'instant, Après il est aussi, peut-être, des Paul, postes là, hein. qu'il sent peut-être un peu plus le souffle chaud de Quadrado qu'il sentait le souffle chaud de Bellanova. Sans évidemment de manquer de respect à Bellanova, parce Ah, que si tu veux je me... sais que j'ai pris quelques tempêtes parce que j'ai osé dire que Quadrado était meilleur que Bellanova. Bon, je savais pas que c'était un risque de dire ça, mais voilà, enfin, je veux dire, Ça me moi, semble évident, hein. Enfin, moi, je change ah là-dessus. bah, pour moi aussi, Paul, hein, je pensais que c'était évident, mais bon, Ah, finalement, en bah, potentiel, non, mais Bellanova, ça reste un jeune, donc forcément, il y a un potentiel. Donc, si on prend juste cet moi aspect je parle de potentiel, qualité oui. Et intrinsèque, de niveau, de performance. en termes de Voilà. niveau, oui, je pense, même si Quadrado, malheureusement, il a pour l'instant l'étiquette quand même UV sur le dos, donc ça peut aussi jouer là-dessus, sur les avis, mais Mais voilà, on sent quand avoir même qu'il a Quadrado peut-être dans ton plus le effectif souffle sur chaud ton banc, de Quadrado qu'il avait le souffle chaud de oui. Bellanova dans son dos. Je pense que oui, il y a peut-être plus peur pour sa place quand tu as un Quadrado qui arrive qu'un Bellanova. Là-dessus, je pense que je peux te rejoindre sans souci. Ça me semble assez évident que la différence est quand même assez, en tout cas aujourd'hui, entre Bellanova et Quadrado, il y a une belle différence de niveau et de joueurs qui a prouvé. Donc oui, oui, il y a pas, enfin pour moi, pas photo. Après, là, c'est si Quadrado se répète pas entre-temps, parce que c'est un de ses points négatifs, c'est son physique, hein, de toute façon maintenant avec Quadrado. Euh, la situation va peut-être changer après la trêve, où là, tu vas avoir un nouvel enchaînement des matchs, et on va voir si, déjà, Quadrado sur le terrain, parce qu'au final, on l'a pas vu tant que ça pour l'instant, donc c'est un peu dur de le juger. Mais surtout, voir si Quadrado fait des bonnes perfs, comment Inzaghi va gérer ça, parce que tu vas avoir des vrais choix à faire entre ces deux joueurs. Donc vaut mieux, voilà, pour le coup, vaut mieux ça que, je prends l'exemple de l'année dernière, que d'avoir malheureusement Bellanova en concurrence, où au final tu es obligé de des fois bricoler avec Darmian en piston droit. Je trouve que Dumfries défensivement s'est bien amélioré Ouais. par rapport aux dernières saisons. Ça, c'était un truc qu'on voyait un peu la saison dernière où, bon, offensivement, il y avait un peu les caterpillars, mais défensivement, il faisait le boulot. Là, cette année, je trouve que là, il arrive à gérer surtout les deux faces. Et puis, mine de rien, voilà, on peut dire, mais les adversaires, c'est quand même Milan, la Real Sociedad, la Fiorentina, euh, même Sassuolo sur son côté, où mine de rien, l'Oriente, si ce n'est une frappe, on l'a pas Ah, vu non plus. Sassuolo, c'est un Ben, des meilleurs interistes, voire le meilleur, oui, hein, oui. Et du coup, le match contre Benfica, où pareil, je crois que c'était João Mario, je crois, qui était sur son côté, ou Rafa, enfin, ça dézonnait un peu beaucoup, mais pareil, qui a été très solide défensivement. Donc c'est vrai que Paul, Dumfries, c'est un peu. On sait que la première saison, c'était très compliqué défensivement. On Ouais. se souvient du penalty concédé sur Alexandro dans le derby d'Italie. Mais là, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, on a vraiment une amélioration. Je trouve que tactiquement, déjà, il a des meilleurs placements. Je me souviens, je sais pas si tu te souviens de l'interview de son coach quand il était à Aruba,
Et il disait oui, Dumfries, excellent défensivement, il nous apportait beaucoup. Par contre, il a dit tactiquement, il pipe rien du tout. Voilà, c'est carrément, c'est son coach qui a été à l'Aruba. On sait qu'en plus aux Pays-Bas, tactiquement, c'est pas non plus la tactique, c'est pas non plus la première chose travaillée aussi aux Pays-Bas, surtout dans l'aspect défensif. Donc c'est vrai qu'il arrive dans un pays aux antipodes un peu de son style de jeu et de sa manière de réfléchir en tant que joueur aux Pays-Bas. Et là, franchement, après au début du coup de cette troisième saison pour Dumfries, on sent vraiment que il a pris un peu le pli tactique de l'Inter. Bah, c'est ça, la Serie A et cet aspect tactique, cet aspect progression défensive, clairement, il progresse. Après, il progresse aussi parce que derrière, ça tient la baraque. Donc là, bah, t'as soit un Darmian, soit un Pavard derrière qui est quand même maintenant, ce sont deux joueurs d'expérience et qui savent plutôt bien se placer. Donc aussi cette faculté à aider indirectement Dumfries dans ce secteur. Donc oui, après, l'année dernière, il faisait très joueur bête dans la surface où voilà, il concède des pénaltys bêtes, il prend des risques assez incompréhensibles. Et de toute façon, là-dessus, c'est malheureux, mais il pouvait que progresser dans le secteur défensif. C'était quand même très très faible. Donc oui, il se fait à l'exigence de ce 3-5-2 au bout d'un moment. Donc après, à voir sur la durée. Pour l'instant, il n'a pas fait on n'est pas à l'abri d'une rechute. Et ça, avec un joueur comme ça, on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'a pas fait sa boulette, ou ses boulettes, il les a pas encore faites. À voir si ça va tenir, sur la durée. Et, après, en fait, ça va être le fait d'avoir un Quadrado apte va aider aussi là-dedans, c'est qu'il va pouvoir déjà un peu plus se reposer et surtout Inzaghi pouvoir compter sur un Quadrado quand il sent que Dumfries est moins bien et donc Dumfries recharger des batteries au lieu d'enchaîner tout le temps les matchs et donc de faire derrière des erreurs d'inattention ou de concentration ou quand t'es cuit physiquement d'être moins lucide. Donc ça va être aussi quelque chose d'intéressant là-dessus, ce turnover et ce choix de le reposer ou non sur cette aile. Et justement, tu parlais de l'aspect défensif et il va être aussi aidé cette saison par notre deuxième un peu focus du jour, c'est Ouais. Benjamin Pavard qui prend de plus en plus de minutes. Hein, j'ai presque envie de dire que il apparaît comme le titulaire presque indiscutable à ce poste de central droit devant Darmian. Quoique, attention, on sait qu'Inzaghi avec les hiérarchies, c'est jamais vraiment défini. On sait qu'il a ses joueurs préférentiels, Inzaghi, Acerbi, Mkhitaryan. Mais c'est vrai que pour être Darmian maintenant est un peu dans ce délire-là, avec l'année dernière la saison qu'il fait, et avec les services qu'il a rendus, il peut être dans ce joueur un peu, bon pas chouchou, mais un peu joueur safe. donc là, Pavard commence à s'installer. On a vu un match contre Empoli très bon. Pour moi, si Lautaro, bon, on enlève le but de Lautaro, donc évidemment, entre guillemets, c'est l'homme du match côté Inter, sinon défaite, mais si on enlève Lautaro, c'est pour moi le meilleur joueur du match avec Yann Sommer face à la Real Sociedad. Contre Empoli aussi, il a été plutôt solide. Donc à chaque fois, on retient une grande solidité de Benjamin Pavard sur tous ces matchs qu'il a joués. Et là, il y a le Inter Benfica. Et là, on arrive, entre guillemets, alors on va pas dire l'apogée parce que je pense qu'il y a encore je pense que Pavard peut nous rendre des prestations encore meilleures, des 8, peut-être des 9 sur 10 en tant que en prestations défensives et surtout à la relance, et on va en parler. Mais quand même, on est sur un très bon match aussi encore de Pavard, Ouais. qui d'ailleurs, je crois, a été élu homme du match sur le compte officiel Inter. D'ailleurs, j'avais fait aussi lancer un sondage homme du match qui, là aussi, avait été élu homme du match. Euh, Paul, il y a les occasions de Lautaro, il y a le but de Thuram, il y a la passe décisive de Dumfries. Malgré tout ça, les supporters de l'Inter, que ce soit sur le compte fan ou sur le mien, ont élu Pavard en tant qu'homme du match aussi sur ça. Tout le monde a ressorti un peu aussi sa performance statistique. Je crois que c'est 6 récupérations. Il a gagné tous ses duels aériens au sol. Il a réussi tous ses tacles. Euh, ouais, on est sur de la très très bonne prestation de Pavard et voilà, comme j'ai dit, Paul, il a pas enchaîné, il n'avait pas enchaîné 5 matchs précédemment. Darmian avait repris un peu sa place aussi à ce poste-là. Il a joué que 4 matchs pour l'instant, il a fait 2 Ligues des Voilà. Champions de Serie A, donc on est qu'au début, ouais. Qu'est-ce que tu en penses un peu du coup de voilà de ces débuts de Pavard et qu'est-ce que tu vois aussi à l'avenir, notamment cette charnière qui semble être Acerbi, désolé de Vraille, Acerbi, Bastoni, Pavard. Bah écoute, déjà l'acclimatation de Pavard, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'en avoir. Il s'est tout de suite mis
tout de suite mis dans le bon sens et il s'est tout de suite incorporé à ce collectif. Alors après, il n'y avait pas besoin forcément parce de s'incorporer. C'est un spécialiste de cette défense à 3. Il a toujours été bon dans ce système. Donc écoute, il est en train de prendre clairement le dessus sur un Darmian. On l'a dit, qui est quand même un joueur qui aime beaucoup Inzaghi, donc il arrive à faire les perfs pour l'installer comme un titulaire de cette défense maintenant à côté des deux loustiques. Mais sur le match de Benfica, c'est peut-être c'est même le meilleur de la défense. C'est le meilleur des trois sans souci. C'est un des meilleurs joueurs du match, peut-être un top 3. Ouais, de toute façon, il a été l'homme du match l'Inter, mais j'aurais mis top 3 du match sans problème. C'est un joueur façon d'expérience, un joueur qui connaît le poste, un joueur qui est bon à la relance, qui est une sorte de peut-être moins complet qu'un Bastoni, mais c'est un peu le Bastoni du côté droit, on peut dire, même s'il va pas autant monter qu'un Bastoni. Pour l'instant, défensivement, il n'y a absolument rien à dire. Il gagne ses duels, il est bon dans le placement, donc c'est un peu compliqué de le trouver pour l'instant des points négatifs sur son début début d'aventure à l'Inter. Après, Paul, et si on peut, il y a toujours surtout quand là on est qu'au début de saison, donc il y a une marge de progression encore à Oui. trouver. Je pense que sa marge de progression ne se situe pas tellement dans l'aspect défensif, parce que mine de rien, c'est vrai que Pavard, parce que souvent, Acerbi le rend bien parce qu'il a le profil un peu costaud et tout. Bon, Ouais. on avait en face Morato qui était, comme disait Philippe Genin, une armoire Louis XV, donc c'est vrai que ça le rend plus, mais c'est vrai que Pavard, on sent pas, entre guillemets, un buffle physique, tu vois, c'est Ah pas non, 2 clairement pas. mètres, c'est pas un 2 mètres sur 2 mètres, mais mine de rien, déjà dans les duels, on l'a vu sur la stat, il est extrêmement solide, et ça pas que contre Benfica. Il est plutôt véloce pour un défenseur central, donc Ouais. il se fait pas tellement prendre dans le dos, donc il a un peu toutes les caractéristiques parfaites de la défense à 3, même, tu vois, il a ce côté que peut-être Skriniar avait pas sur le côté véloce, ou Skriniar, fallait pas trop non plus le laisser couvrir d'espace dans son dos par rapport à ça. Ouais. Pavard, tu peux laisser un peu plus parce qu'il a quand même cette vélocité. Euh, je pense que l'aspect à améliorer, c'est parce que normalement, Paul, c'est peut-être pas sur l'aspect défensif, mais peut-être c'est dans l'aspect de construction du jeu ou à la relance. Mais ça, je pense pas que c'est un problème, c'est juste quelque chose qui va venir avec les Oui, automatismes. c'est au fur et à Et mesure. Ouais. voilà, peut-être prendre un peu plus, pas de risque dans la relance, hein, je lui demande pas de faire des Marquinhos contre Newcastle, mais plus, entre guillemets, mais ça je pense c'est plus Inzaghi, c'est pour ça que c'est pas une critique envers Pavard, mais plus dans le jeu de l'Inter, que Inzaghi aussi privilégie plus le relais Pavard, parce que c'est vrai qu'avec Bastoni, c'est entre guillemets un peu la facilité de toujours aller sur le point de vue Bastoni, on sait qu'il a une énorme qualité de relance et que c'est un peu un cheat code sur son côté, peut-être aussi donner aussi plus d'initiative à Pavard sur le côté pour lui laisser lui aussi faire des dédoublements avec Dumfries en étant couvert bien évidemment. Et peut-être Paul, c'est la petite marche qui fera que Pavard, ça fitera parfaitement avec l'Inter et on aura le joueur qu'on attendait. Je te rejoins sur le fait que je pense que c'est plus une consigne d'Inzaghi pour le coup, de se dire que le joueur qui relance, qui ressort avec le ballon, c'est plus un Bastoni qui a prouvé sur les dernières saisons que c'était quand même du top level dans ce secteur-là. Et donc d'appuyer plus sur ce côté gauche. De toute façon, on le voit en match où tu l'as dit en tout début, c'est le côté gauche surtout qui prend avec un Di Marco plutôt qu'un Dumfries qui est pas du tout le même joueur avec le ballon. Donc peut-être que ça fait pencher aussi dans la défense à 3, ça fait pencher plus le côté relance sur Bastoni pour aller chercher ce côté gauche avec Di Marco. Et donc un peu délaisser le côté droit de Pavard. Il y a peut-être de ça aussi. Et après, Pavard, c'est un joueur qui peut être à l'aise avec le ballon. Il a joué arrière droit, que ce soit en équipe de France ou un peu avec le Bayern. Donc, c'est un joueur qui a prouvé que c'était pas qu'un défenseur pur souche et qui pouvait, qui a un pied droit quand même, qui peut jouer avec son pied droit. Même si pour moi, tu n'auras pas la même qualité qu'un Bastoni avec son pied gauche. Hein. Il y a quand même Bastoni un peu indéboulonnable dans ce secteur côté Inter. Donc après, à voir sur les prochains matchs, Inzaghi, si cette formule avec le côté gauche qui est le côté prioritaire, on reste là-dessus et on garde un peu Pavard dans un rôle plus, bah, pas forcément plus simple, mais plus basique, on va dire, de rester à son poste et de pas chercher à déséquilibrer une tactique qui fonctionne pour l'instant. Mhm. Surtout que mine de rien,
Pavard, alors c'est vrai qu'on a pu le voir, c'était le match juste avant Benfica où on l'a vu. Au Salernitana justement, on a vu pas mal de dédoublements aussi de Pavard dans ce match où il a pu le faire. Donc voilà, Inzaghi lui laisse un peu cette liberté, mais évidemment priorité à Bastoni sur ce truc. Mais il Paul, touche on quand va même faire. beaucoup de ballons, hein. Dans les matchs, il touche là sur la Salernitana, il touche plus de 100 ballons. Tu vois, pas au Mhm. final. C'est juste qu'en fait, son rôle, oui, c'est juste d'être dans la construction du jeu de l'arrière. Et donc de pas, à mon avis, prendre de risques et de sortir plus que ça. Mais je pense que, enfin, pour le coup, en touchant Je trop pense de que ça ballons, arrivera avec les automatismes une fois qu'il sera soit les vraiment, parce que comme on dit, automatismes, soit sur il des a enchaîné matchs où toi t'as 3 matchs. pas. Ouais, il y a peut-être de ça, mais peut-être sur des matchs où t'as pas forcément un Bastoni sur le côté gauche, ou peut-être que là, le temps d'un match, tu rebascules un peu plus à droite en fonction des forces que tu auras sur le terrain. Mais il faudra voir sur certains matchs si, soit Bastoni est pas là et voir s'il donne des responsabilités à Pavard pour changer un peu, ou soit en fait, on voit vraiment que Pavard et le bastonnier à droite, où tu as les deux qui vont vraiment avoir un vrai jeu de relance. Là, ça sera très, très intéressant de voir tactiquement comment tu fais avec deux relanceurs qui peuvent monter comme ça, de voir comment tu t'acclimates dans ce secteur-là. Paul, on va passer du coup un peu au dernier joueur qu'on va parler dans ce focus, dans cette deuxième partie. C'est un joueur avec lequel peut-être on pouvait avoir des doutes, avoir du scepticisme un petit peu sur son nouveau rôle un petit peu. C'est Hakan Çalhanoğlu qui prend ce poste du coup définitif de regista. C'est vrai qu'il pouvait avoir un peu des doutes. Est-ce que défensivement, parce que je pense qu'offensivement, on n'avait pas tellement de doutes vu ce qu'il avait prouvé sur la saison dernière, mais est-ce que défensivement, dans la régularité, il arrivera à faire les efforts, à toujours être sur les bonnes lignes de passe, à les couper, enfin voilà, faire le travail qu'un Regista faisait, qu'un Regista fait et que peut-être un Marcelo Brozovic aussi faisait. Et Ah, force est de Brozovic, constater. tu vois, je me souvenais plus du mec avant lui. Ouais, il a fait... Et sur ce début de saison, Paul, force est de constater que, bon, offensivement, rien de nouveau par rapport à son dernier, à ce que nous proposait Çalhanoğlu, mais sur l'aspect défensif, le premier match où Çalhanoğlu n'a pas débuté suite à une blessure Real Sociedad, tu te fais casser la gueule entre guillemets pendant 75 minutes et Ah, tu te c'est fais faire manger la au milieu guerre de du terrain, milieu. même si, voilà, faut aussi entre guillemets recontextualiser. Le milieu de la Real Sociedad, on parle d'un milieu qui déjà est extrêmement agressif quand ils n'ont pas le ballon, et quand ils ont le ballon pour aller leur prendre, je connais, voilà, c'est quand même un milieu de terrain, un Merino, Zubimendi, Bryce Mendes, plus on va dire peut-être aussi un Kubo qui peut rentrer. On est quand même sur un milieu de terrain très qualitatif et qui sait Ah, bah, de manier toute le façon, ballon. Donc, ils te l'ont montré face à l'Inter, hein, que c'était un milieu avec beaucoup et de qualité. on l'a encore vu face à Salzbourg où j'ai pu voir certaines portions du match où encore une fois ils ont été très bons sur cet aspect du milieu de terrain. Mais voilà, c'est Çalhanoğlu, entre guillemets, c'est un fait. Çalhanoğlu est pas là, tu te fais un peu démolir au milieu pendant presque l'intégralité du match. On sent vraiment, à l'image je pense que tu l'as vu, je pense que tu l'as vu l'action, que tu t'en souviens, Paul, de cette action face à Benfica, où je crois que c'est Di Maria qui va un peu seul au but. Tu dis, oula, comment ça se passe? Il y a Çalhanoğlu qui le poursuit, Ouais, avec son tac. Ouais. tacle parfait sur le Mhm. ballon. C'est nickel. Il nous a fait un peu ce coup-là plusieurs fois dans la saison. Tu as à nouveau hein, ce fameux tacle un peu sur le ballon où voilà, il prend parfaitement le ballon, le joueur un peu fini au sol, mais on sent vraiment il a un très bon timing sur les tacles, ce qui est, je pense, unique hein, pour un numéro 10 de formation. Et on sent Paul vraiment que voilà, il a pris cette pleine mesure du poste de regista. Il avait déjà dit à la Gazzetta la semaine dernière que c'est un poste auquel il voulait jouer. Maintenant, entre guillemets, avec le départ de Brozovic, bah, du coup, c'est acté et que Ah, bah, c'est c'est acté, c'est oui. Et à mon avis, c'est pour le le coup, titulaire, c'est Bouger le va falloir y titulaire, aller. voilà, c'est le titulaire de cette équipe au poste de regista. Et Paul, le truc, la chose la plus importante, c'est que bah, il assume totalement ce poste et il assume totalement les tâches défensives qui lui vont avec. Et là, pour le moment, alors certes, on est que sur le mois on est que début octobre, mais pour le moment, entre la moitié du mois d'août et ce début octobre, bah, il a assumé ce poste aussi avec régularité, et c'est ce qu'on demandait, Il a assumé assumer ce ce poste poste, il avec n'a pas raté régularité. un match, hein. Enfin, quand il joue, en termes de prestations, il ne s'est pas manqué une seule fois pour l'instant. Mhm. Et du coup, toi, voilà, sur ces doutes qu'on avait sur Çalhanoğlu, défensivement, qu'est-ce que tu en penses aussi de ce début de saison et voilà, est-ce que
est-ce qu'on peut vraiment avoir un Çalhanoğlu qui cette fois-ci se transforme totalement, vraiment, alors ici entre guillemets on peut dire déjà transformé en Regista, mais qui sur tout au long de la saison, on se dit, voilà, lui maintenant, c'est un regista et entre guillemets, peut-être qu'il va finir aussi sa carrière en regista. Bah déjà, de toute façon, les doutes, enfin, en partant sur le début de saison, j'en avais pas tellement. Il a déjà répondu présent l'année dernière quand il a fallu bricoler à ce poste-là. Il avait déjà, enfin, dès son premier match, il avait répondu, il avait montré sa faculté à s'adapter à ce poste devant la défense. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de doute. C'était plutôt l'année dernière, au moment où Inzaghi le lance à la place de Brozovic, que là, tu pouvais avoir des doutes. Pour moi, tu es dans la continuité. Lui, comme tu l'as dit, bah, maintenant, il a son poste, il le maîtrise et bah, ça lui va amplement. Après, je pense qu'il apprend encore tous les jours, hein, juste sur le côté défensif. Je pense que c'est pas forcément un mec quand t'es un pur 10, t'es un pur 10 comme lui au départ, cette faculté à défendre, tu la maîtrises pas tout de suite. Donc il est encore en apprentissage là-dessus, mais pour l'instant il commet pas d'erreur. En tout cas, dans ce secteur défensif, il n'a pas encore commis d'erreur cette année. Alors peut-être que je te dis ça et que le prochain match il va nous faire une énorme boulette, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien à redire. C'est sur la saison. Pour l'instant, c'est une des satisfactions avec les deux devant, j'ai dit tout à l'heure, un Dumfries. Et au milieu de terrain, c'est peut-être le plus régulier des trois titulaires, sans parler de Fratesi pour le moment. Mais donc, ouais, avec le ballon, c'est pour moi dans la continuité de l'an dernier où c'était déjà du très bon. Et sans le ballon, on le découvre un peu plus, oui, avec déjà ce retour monstrueux qu'il fait contre Benfica, qui montre que c'est limite. T'as l'impression d'avoir un vrai milieu défensif qui a toujours joué là, donc c'est ça qui est surprenant de sa part. C'est quelque chose aussi, mine de rien, qui lui est très bénéfique. Je pense que c'est cette association aussi avec Mkhitaryan. On peut prendre évidemment le milieu avec Barella, mais Mm. entre guillemets, pour moi, le jeu de Çalhanoğlu est bonifié par le style, enfin pas par le style, mais par les consignes qu'Inzaghi donne à Mkhitaryan, où il peut avoir cette capacité de projection. Où, moi, encore une fois, je prends cet exemple du derby. Dans le derby, il, il est ailier droit sur l'action du but de Mkhitaryan. Où voilà, je me souviens, il récupère le ballon, il va se mettre côté droit, transversal pour Lautaro, il bouge énormément un peu sur tout le front de l'attaque. Et Paul, qu'est-ce qu'on a vu aussi de problématique de l'Inter face à la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad n'avait pas non plus toujours le ballon, hein, même, je trouve que même l'Inter l'avait, entre guillemets, un peu trop sur ce match. Et en fait, mais qu'est-ce qu'on a vu aussi comme problème à la relance, Paul, c'est que Aslani, et on ne va pas taper sur Aslani sur ça, c'est que il n'avait pas cette dynamique de mouvement Ouais. qu'a Çalhanoğlu, où toujours à demander le ballon. Alors au-delà de la bonne zone, déjà c'est très important pour un Gista d'être dans la bonne zone de relance pour amorcer le jeu, mais surtout avec Çalhanoğlu, il est toujours en mouvement constamment pour demander le ballon. Voilà, même entre guillemets les passes souvent qu'on appelle inutiles, voilà, passe du libéro pour Çalhanoğlu qui va la remettre au central gauche. Mais ce genre de mouvement, ça te fait coulisser une défense, ça peut te faire aussi trouver une Euh, faille. Et c'est vrai qu'Aslani a pas encore, déjà pour bah, moi, Aslani, c'est pas un regista non plus dans l'âme, mais on sent que tu vois, ce petit truc tout simple, c'est-à-dire bouger juste, de prendre le ballon, le bouger et aller le mettre juste, aller entre guillemets faire un peu, je vais caricaturer, un travail d'abeille, voilà, prendre le ballon pour l'amener juste dans une autre zone, pas tellement plus haut, mais juste dans une zone différente pour essayer de faire bouger le bloc. ouais, faire bouger On le sent bloc que en face. Ouais. voilà, on sent que ce truc unique, c'est aussi ce qui fait la force de Çalhanoğlu, et on sent Bah, que il a une plus grande liberté avec ballon grâce à Mkhitaryan qui lui permet Mkhitaryan permet voilà, de compenser certaines zones où Çalhanoğlu n'est pas parce qu'il bouge énormément. ouais, juste pour Aslani, ça aussi, la différence, voilà, c'est qu'on parle d'un gamin de 21 ans qui a surtout pas beaucoup joué l'année dernière, alors qu'en plus, il avait peut-être l'opportunité au moment de la blessure de Brozovic et tu as eu le changement de poste de Çalhanoğlu. Donc au final, Aslani, il a pas de rythme forcément là cette année. Les mêmes habitudes qu'un Çalhanoğlu qui a l'air d'être né regista maintenant, donc qui connaît tous les mouvements par cœur. C'est vraiment un poste naturel maintenant pour lui. Quand Aslani, en plus, le pauvre, il arrive face à la Sociedad qui te sort un match en face. Alors là-bas, niveau agressif, pressing, ça a été très compliqué. Il a été un peu dans la machine à laver. Il a dû voir des mecs arriver morts de faim face à lui. Donc forcément, quand t'es
tu es moins dans le rythme, bah, tu subis plus qu'autre chose. Et donc là où un Çalhanoğlu aurait peut-être fait la différence, c'est techniquement déjà de réussir peut-être à se retourner plus vite avec le ballon, d'orienter plus facilement, plus vite en une touche de balle, de faire le décalage, ce fameux, tu parlais de jouer sur ton axe gauche, ton axe droit pour bouger le bloc. C'est là où tu vois la différence. Et la différence, elle se fait aussi parce que Çalhanoğlu, maintenant, ça va faire un an maintenant qu'il joue à ce poste pratiquement. Brozovic, c'était avant le mondial l'an dernier qui se pète, donc ça va faire un an que Çalhanoğlu est repositionné à cette place, donc la maîtrise est quasi parfaite maintenant. Donc sa faculté aussi à être, numéro 10 au départ et donc être plutôt copain avec le ballon, et ça aide dans ces moments-là de pouvoir jouer en une touche de balle un peu dans toutes les zones. Et donc après sur la relation au milieu, déjà au départ, Çalhanoğlu, c'était quand il n'était pas encore Edgista, c'était un joueur qui avait une grosse activité quand il était plus sur le terrain. Et là, oui, tu lui mets un autre joueur qui a une grosse activité quand même, Mkhitaryan. Je pense qu'ils s'amusent les deux en termes de mouvement. Ces deux joueurs qui ont quand même au final une caisse physique qui peuvent jouer partout. Et comme en plus le troisième s'appelle Barella, qui a 3 poumons, ça laisse des possibilités en fait aux trois de se balader quand ils ont cette liberté. De se balader un peu partout et donc aussi facilement, ça te met un bazar dans l'équipe d'en face sur quand t'as un mec qui est registré au départ, qui se retrouve à la 15e minute sur le côté droit à faire un mouvement. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est pas que t'es paumé, mais bon, tu sais pas trop comment réagir. Quand les mecs sont aussi actifs au milieu, ça te met un peu un bazar dans ton milieu à toi. Donc pour l'instant, Fratesi aussi, là, on va voir avec le retour de blessure, mais un profil comme Fratesi qui a aussi cette faculté à courir un peu partout, c'est aussi un plus dans ce secteur du jeu-là. Tu as quand même au final 4 garçons, j'exclus pour l'instant Asllani, mais 4 garçons qui ont cette caisse et qui ont une activité où ils peuvent se retrouver, que ce soit au milieu de terrain, ils peuvent se retrouver sur l'action d'après, sur l'aile gauche, sur l'aile droite, dans la surface adverse. Enfin, voilà, t'as une grosse diversité dans ce milieu. C'est aussi quand les mecs sont à 100% et sont pas gênés par les blessures, c'est un énorme plus et c'est peut-être le milieu de terrain le plus complet de Serie A pour moi aujourd'hui. Un petit mot quand même sur Yann Sommer aussi. Alors je voulais pas en faire un focus particulier, juste en parler quand même rapidement pour mentionner son début de saison, parce que encore une fois, il fait partie des joueurs où moi le premier j'avais un peu certains doutes, notamment avec sa capacité d'avoir un arrêt à faire dans le match et le faire. Ouais. C'était, on va dire, peut-être le seul vrai doute que j'avais sur Sommer, même si évidemment on savait que le jeu au pied était moins bon qu'Onana et autres. Mais Sommer, Paul, c'est ce que je disais un peu dans le space un peu débrief après Benfica. Sommer, depuis l'ère Conte, on va prendre l'ère Conte pour grossir. Pour moi, personnellement, c'est peut-être le joueur avec lequel j'ai eu pas le plus de doutes, mais j'ai eu on va dire des doutes, on va dire peut-être fondés sur certaines de ses caractéristiques, et qui entre guillemets m'a mis la plus grande claque quand il est arrivé et a fait ses premiers matchs. J'exclus Acerbi un peu de cette liste parce que déjà Acerbi met un peu de temps avant aussi de rentrer dans l'équipe et de faire aussi ses performances. Je pense, Sommer, je sais pas ce que tu en penses, depuis l'ère Conte, j'ai pas un joueur qui un peu m'a mis une claque comme ça, ou un peu tout le monde même. On ne sait pas que Sommer, évidemment, c'était une pipe, mais on avait un peu tous des doutes, mais là, il arrive, bam, titulaire évidemment, mais décisif, j'ai presque envie de dire, à chaque match. Ouais, il te fait toujours ses parades. Il est à plus de 2 arrêts par match, donc écoute, là-dessus, oui, il répond présent et il est un des. Bon, c'est pas le seul responsable, mais c'est un des responsables majeurs, évidemment, Je pense que tu es à 6 clean sheets en 9 matchs, il me semble que c'est ça. Donc c'est quand même une T'as pris juste un but contre la Sociedad, Milan et Sassuolo. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, oui, sur le papier, que ça soit sur le niveau du collectif et de ce secteur défensif, ils sont tous concernés, mais évidemment le gardien est concerné. Alors Sassuolo, il se manque un petit peu, il peut être mis responsable. Je crois que c'est Sassuolo le but. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La main. Ouais, c'est ça, qui est pas super ferme, mais on va dire que c'est sa seule erreur pour l'instant. Bon, après, le deuxième but, tu peux pas faire grand-chose, mais sa seule erreur du début de saison, c'est celle-là. Après, oui, il dégage pas une sérénité comme Onana, tu vois, c'est un peu différent. Onana, tu sentais que c'était plus qu'un gardien, c'était un mec, le fait d'avoir cette faculté à jouer avec le pied. Alors, il dégage pas une sérénité, mais je vois ce que tu veux dire. Il dégage pas une sérénité, mais il dégage un calme olympien. Ouais, c'est ça, il est très calme. Bon, je veux pas rentrer dans les clichés, mais c'est vraiment un Suisse, quoi. C'est très calme, très posé. Dire qu'il est très neutre.
Non, pas neutre, mais très Non, mais sobre. je comprends totalement. Oui, en fait, quand tu as été habitué au Onana l'an dernier, et qu'il y a un gardien capable de s'engueuler avec Dzeko, qui est à l'autre bout du terrain, en plein match, pour des histoires de relance, et qui n'hésite pas à gueuler qui est un peu un gardien capitaine, qui a un gros caractère, et là, oui, tu passes à Sommer, qui est beaucoup plus, je sais pas si c'est réservé, mais voilà, plus calme ou plus serein, je sais pas vraiment quel est le mot le plus adéquat là-dessus, mais oui, au final, je fais pas trop de bruit, je fais mon boulot. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Alors même si moi j'ai un peu peur de temps en temps avec les relances ou quand c'est contre la Sociedad, je crois, ils m'ont fait peur plusieurs fois avec les relances de derrière. Mais au final, ouais, pour l'instant, je le dis, à part la mini erreur contre Sassuolo, où pour moi il est pas assez, bon, il est pas décisif, mais sa main est pas assez ferme. T'as pas grand chose à lui reprocher sur sa ligne. Il te fait les parades, il te fait des parades à chaque match. Donc il a jamais eu un match vraiment tranquille, peut-être la Salernitana, mais le reste a toujours des occasions concédées. Il a jamais, voilà, il s'est jamais foiré vraiment. Donc pour l'instant, c'est forcément du positif parce que comme toi au départ, j'étais plutôt sceptique. Bah, déjà de perdre un gardien comme Onana qui a une grosse personnalité et qui a sorti des perfs énormes sur la saison, bah déjà ça presque peu importe le gardien que tu récupères derrière, tu risques d'avoir un gap. Mais ouais, Sommer qui a un bis, on va dire, au Bayern, qui est titulaire, bah, qui a été appelé en urgence avec Neuer, mais sinon, je pense que le Bayern jamais va dessus. Hein, c'est Neuer sans souci qui est le titulaire, donc qui n'est pas forcément Sommer. Si tu te fais un top, je ne sais pas si top 15 c'est trop, c'est dur. On va dire top 10 gardiens, tu mets pas Sommer dans ton top 10, je pense. Alors que Nana, tu le mettais assez facilement. Donc sur le papier, tu descendais un peu en grade. Mais force est de constater que pour l'instant, il répond présent et il est en train de. Alors, je ne sais pas si c'est surprendre parce qu'il y avait sûrement beaucoup de personnes qui étaient certains de le voir réussir, mais moi, il me surprend plutôt dans ce sens où enfin, je m'attendais pas non plus. Je m'attendais pas à le voir aussi tranquille sur sa ligne. Mhm. J'avais plus de doutes. On va du coup passer à cette dernière partie un peu sur la course au Scudetto. Paul, on va un peu faire un peu du coup le tour des trois équipes. Bon, l'Inter, on connaît un peu justement l'équipe, donc on va aussi un peu parler des concurrents et de leurs points forts et de leurs points faibles par rapport évidemment à la course au Scudetto. Hein, on exclut tout le reste. La première équipe, on va quand même s'avancer entre guillemets aussi sur la Juve, Paul, qui déjà diffère un peu de l'Inter et du Milan par son manque de compétition européenne cette saison. Hein, et on sait que si je prends entre guillemets une sorte de parallèle un peu facile avec la Ligue 1 où Monaco aussi a ce manque de compétition européenne et pour le moment ça tourne dans le bon sens. Donc on sait que pour une grande équipe c'est un avantage d'avoir d'être sans coupe européenne, en tout cas pour déjà y revenir et surtout pour aller gagner un championnat comme pour une équipe comme la Juventus. Paul, sur l'équipe de la Juve, qu'est-ce que tu vois comme point fort, toi, qui peut les faire avancer dans cette course au Scudetto, ou alors qu'est-ce que tu vois un peu comme point faible où tu peux te dire ah ça peut peut-être coincer aussi sur ces aspects-là. Il y en a un qui a un peu tout trouvé de point faible, c'est peut-être le mec qui est sur le banc pour le moment, qui est Possible. en termes de en termes de jeu. Alors, la Juve a énormément surpris sur les premiers matchs où il y avait t'as l'impression que c'était pas la même Juve que l'année dernière en termes de pressing, où tu avais vraiment un type L'effet à te chercher. Magnanelli. Ouais, où il fallait chercher devant le pressing haut. En plus, quand tu as Vlahovic et un Chiesa qui sont en forme, de toute façon, tu les vois, ils sont, je crois, sur 75% des buts de la Juve. Je crois que c'est un des deux qui plante. Un truc, c'est quelque chose comme ça. J'avais vu une stat passer la semaine dernière. Après, ouais, le point négatif, c'est que sur les derniers matchs, voilà, Talenta, je pense que ceux qui l'ont regardé, ils regrettent de l'avoir regardé ce match. C'était une purge énorme. Le Lecce avant, ça n'a pas été dingo non plus, et tu t'en sors un peu à l'arrache. Et bon, à Sassuolo, comme l'Inter, tu te fais punir. À un moment, il n'y a pas photo. Mais donc point négatif, c'est peut-être ça. Enfin, pour l'instant, le point négatif prio pour moi, c'est ça. C'est
ton entraîneur qui inculque un plan de jeu qui est si la Juve joue comme ça toute la saison en termes de plan de jeu, je les vois pas du tout. Alors peut-être se battre pour le Scudetto, mais je les vois pas en tout cas choper le Scudetto. Après, c'est peut-être je sais pas trop le point négatif parce qu'en fait, tu peux te dire il peut avoir des pépins physiques de certains joueurs et donc t'as pas forcément bon, mais le fait de jouer qu'une compète dans la semaine, évidemment c'est mathématique, tu joues moins de matchs donc tu as moins de chances de te blesser. Donc peut-être défensivement, si tu as 2-3 mecs qui se pètent, t'as peut-être pas le bon. Voilà, si tu dois mettre Ogani toute la saison, c'est pas pareil que si tu mets Bremer, quoi. Donc certains postes peut-être qui pourraient être privilégiés. Après, point positif, pour la Juve, c'est si t'as un Chiesa et Vlahovic à ce niveau-là toute la saison, c'est quand même un énorme plus, ou c'est des joueurs en plus, enfin surtout Chiesa, en dehors du fait de marquer des buts, qui est dans le jeu, qui est une bombe atomique, qui retrouve vraiment son niveau d'avant blessure, et donc qui est un vrai danger pour les défenses. Après, moi au jour J, je vois pas forcément la Juve aller soulever en tout cas le Scudetto, hors se mêler peut-être, mais hors soulever, j'y crois pas pour le moment. Il va falloir montrer plus de choses dans le jeu. Et je sais pas si avec Allegri, tu montreras plus de choses dans le jeu sur la durée. C'est vrai qu'on avait un peu sur le début, il y avait beaucoup de Juventini, Paul, qui appelait ça l'effet Magnanelli, des Ouais. premiers matchs avec un peu ce pressing, Fallait se mouiller la nuque quand tu sors de la saison de l'année dernière et tu arrives sur ces 2 premiers matchs, c'est l'Udinese où au bout de 10 minutes, t'as jamais vu ça avec Allegri. T'as un pressing monstrueux. Ça, même, je pense même les mecs de l'Udinese ils étaient surpris de voir ça. Mais Paul aussi, par rapport au point fort de la Juventus, c'est pas entre guillemets pour surtout pas pour dévaluer la Serie A, on se bat pour justement entre guillemets essayer de la valoriser justement, mais est-ce que mine de rien, quand tu as une attaque Chiesa-Vlahovic, mine de rien sur le banc tu as Moiskin et Milik, ou mine de rien ils arrivent toujours eux aussi à aller gratter leur but. Défensivement, bon, moi j'ai des doutes, mais mine de rien, ça peut tenir pour la Serie A et tout. Si t'as pas de blessure défensivement, pour moi, ça le Voilà, fait. ça peut le faire, même si je trouve qu'il y a un manque défensif. Au milieu de terrain, voilà, Locatelli qui arrive à revivre et tout. Les pistons, mine de rien, Wea qui aussi commence à bien s'intégrer, même si bon, il a Ouais, plutôt même rejoué sur les. Un McKennie Voilà. piston droit qui est plutôt pas mal sur ce qu'il fait, qui est une Mais solution. voilà, est-ce que ça, Paul, quand même, mine de rien, alors on sait par rapport à Allegri, mais est-ce que, alors je dis pas que voilà, c'est pour ça que je disais, je veux pas rabaisser le championnat italien, je dis pas que tu vas gagner avec Chiesa et Vlahovic seulement un Scudetto, c'est plus possible entre guillemets, le niveau quand même en Italie a remonté, mais est-ce que mine de rien, ce duo d'attaque, mine de rien, ça peut pas non plus t'aider vraiment à maintenir une cadence avec le Milan et l'Inter jusqu'aux dernières journées et ensuite compter peut-être sur le fameux élan de fin de saison que la Juve a toujours eu, ou presque. Bon, non, même a toujours eu, même la saison où ils étaient à 2 doigts de se faire sortir avec des champions, je crois que c'était il y a 2, 3, je crois que c'était il y a 2 ans, là, avec, quand l'Inter est champion. Voilà, quand l'Inter est champion, ils arrivent quand même, ils arrivent encore à pousser jusqu'au bout. Donc, la Juve a toujours eu un peu cet élan de fin de saison où elle arrive toujours à enchaîner des points. Est-ce que, voilà, si on combine un peu ces deux facteurs, Paul, il n'y a pas non plus quelque chose à faire pour un Scudetto de la Juve? Si, évidemment. Si tu es dans la course, évidemment. De toute façon, si tu as un Chiesa et Vlahovic qui te portent toute la saison, tu l'as dit, Milik qui va mettre ses buts, Orkin, j'ai peut-être un peu plus de doutes, mais au moins Milik, s'il se blesse pas, c'est un joueur qui va te mettre des buts. En fait, tout dépendra des pépins physiques de la saison de la Juve pour moi. C'est que si tu gardes au max tes titulaires et qu'il n'y a pas trop de blessures, tu vas rivaliser même avec un plan de jeu qui est pas le football qu'on apprécie, je pense. Tu vas gagner 1-0 comme tu as fait contre Lecce. Tu vas pas forcément perdre les matchs face aux concurrents comme tu as fait le 0-0 à la Talenta que tu as souffert. Donc tu vas pouvoir être dans la course, mais pour ça, il va pas falloir avoir les pépins. Et là, tu vois que ça commence déjà à tirer, où tu as Vlahovic qui a raté le dernier match, qui est normalement pas là pour le Torino, Milik qui revient tout juste de blessure. Tu as commencé en fait de jouer avec Vlahovic ou Milik en pointe, c'est pas pareil que jouer avec Keane en pointe. Pour moi, Keane, malheureusement, il est beaucoup trop irrégulier pour te tenir la dragée si tu as un des titulaires qui est absent. Donc ça va être pour moi l'énigme, c'est les blessures. C'est de savoir si tu arrives à maintenir au max ton
ton 11 titulaire, mais on va dire tes 13 joueurs possiblement titulaires, 14 joueurs possiblement titulaires, si tu les gardes toute la saison, tu seras forcément dans la course. Et ben, on va passer du coup aussi à cette équipe du Milan, du coup, Paul aussi, pareil, un peu sur ses points forts et points faibles. Toi, globalement, qu'est-ce que tu vois un peu comme point faible peut-être au Milan sur ce début de saison et qu'est-ce que tu vois comme point fort pour les maintenir aussi pour essayer d'aller prendre ce 20e Scudetto? Point faible, je dirais peut-être, voilà, c'est ce que j'avais dit sur une autre émission en début de saison, mais me font un peu mentir, c'est le secteur défensif où j'avais un peu peur. J'étais un peu sur la lancée de l'an dernier avec avec un Tomori qui a été très irrégulier, un Kalulu qui était rentré dans le rang, un Kier qui s'est remis de ses ligaments croisés, donc forcément qui n'était pas forcément bien remis. Donc c'est ce secteur qui me fait un peu peur, mais je trouve que sur les derniers matchs, tu retrouves une cohérence sur ce secteur-là avec un Tomori qui semble revenu à un très bon niveau. Un Thio qui doit encore un peu gagner en régularité, mais qui te fait quand il est bon, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aurais dit ce secteur-là. Après, en comparaison avec l'Inter, c'est au milieu de terrain où tu vois pour moi une vraie différence entre les deux équipes. Le fait d'avoir un Benacer blessé forcément fait très mal à Milan. C'est pas la même chose que tu vois, tu démarres avec Pobega en Ligue des Champions, tes 2 matchs de Ligue des Champions, c'est Pobega titulaire. Pour moi, tu as un gap avec Benacer, tu vois une différence. Même si hier il est pas mauvais, hein, mais voilà, tu as une petite différence là-dessus. Et le fait, là actuellement, tu as Benacer blessé, tu as un Krunic blessé, tu as Loftus-Cheek qui est blessé. Donc tu te retrouves très limité dans ce secteur-là. Donc sur la durée, Loftus-Cheek, c'est un joueur qui, niveau physique, c'est déjà la 2e blessure qu'il a cette saison, je crois, avec Milan. Donc ça peut être vraiment une interrogation. Savoir comment Benacer va revenir de sa grosse blessure aussi, ça aussi c'est une grosse interrogation. Parce que tu feras pas ta saison avec avec un Adli ou un Pobega vraiment titulaire, même si Adli n'a pas été mauvais sur ces quelques matchs, mais tu as là au milieu de terrain, oui, tu as vraiment besoin de trouver des cadres et une régularité à ce poste-là. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué pour Milan. Donc ça, si je dois comparer les effectifs entre l'Inter et Milan, pour moi, tu as un énorme gap là-dessus. Même si le point positif côté Milan, c'est le secteur offensif qui était son point un peu négatif l'an dernier, où tu te retrouvais avec des Salmakers titulaires ou un Messias titulaire, je crois, en demi-finale de Ligue des Champions. Je me trompe, c'est en quart ou en demi où il débute le match, je ne sais plus. Donc c'est quand même un peu problématique pour une équipe qui fait demi-finale de Ligue des Champions de se retrouver avec Junior Messias, même si je n'ai absolument rien contre lui. Mais bon, en termes de niveau, lui, je pense qu'il vivait un rêve éveillé l'année dernière, de se retrouver titulaire au stade de la compétition. Mais là, cette année, ouais, tu as eu un gros travail fait au mercato avec Pulisic, avec Chukwueze aussi. Tu vois quand même une différence. Et même au pointe avec Okafor, qui est en numéro 2 derrière Giroud, qui est en tout cas qui se montre plus efficace qu'Origi. On verra sur la durée, mais sur les premières impressions laissées, tu as un petit gap entre Origi et Okafor, en tout cas pour le moment sur ce début de saison. Donc c'est vraiment un secteur très intéressant avec un Leao qui est sur la lignée de sa 2e partie de saison l'année dernière, qui est un peu inarrêtable sur son aile. Donc forcément, ce secteur-là, quand tu compares à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Mhm. Et d'ailleurs aussi par rapport au Milan, Paul, on a senti, alors là je trouve qu'il faut peut-être faire post-derby le distinguo entre la Ligue des Champions et le championnat où en championnat mine de rien t'as réduit ton nombre de buts, bon t'avais quand même pris 5 d'un coup donc c'est vrai que tu pouvais pas entre guillemets faire pire, mais Oui. clean sheet face à l'Hellas Vérone, clean sheet face à la Lazio, Ouais. voilà, Les tu 2 prends matchs de Ligue des Champions, t'en prends 0 aussi. t'en prends 0 aussi, mais du coup, là où le hic, entre guillemets, arrive, c'est que justement aussi, Paul, en Ligue des Champions, t'as tenté les 2 matchs. Alors, j'ai pas pu voir celui contre Dortmund, mais de ce que C'était j'ai pas lu exceptionnel. de ce que j'ai lu que ce que j'ai lu de certains Milanais, il y a quand même eu des occasions et il y a eu du choc, même si j'ai aussi lu qu'il y avait eu des occasions côté Dortmund, donc Ouais. au moins t'as réussi à, Bah, à, à limiter la c'est un casse. peu ce que je disais moi après match, c'est le point positif. Tu concèdes beaucoup d'occasions mais t'en prends pas. Le point négatif, c'est que tu as beaucoup d'occasions mais t'en mets pas.
Oui, donc au moins c'est la balance un peu Voilà. très équilibrée entre les Le deux. verre, le verre à moitié plein, c'est que tu fais clean sheet. Le verre à moitié vide, bah, c'est que tu n'es pas capable d'en mettre un. Ouais, c'est un peu le point négatif sur ces deux matchs, en tout cas deux matchs de Ligue des Champions, c'est qu'offensivement, tu montes des grosses limites. Et pourtant, oui, tu l'as dit, t'as des occasions, que ce soit Leao face à Newcastle, qu'on a une énorme, ou là, Dortmund, c'est, je pense, la plus grosse, c'est Giroud. Et où, ouais, on va dire que tes cadres répondent pas présents dans ce secteur-là, et bah, tu vois qu'au final, tu es un peu limité derrière, en dehors d'un Leao Giroud, les autres ont un peu du mal à prendre la mesure ou à se mettre à ce niveau qui est un petit cran au-dessus de la Serie A. Tu vois, Pulisic qui fait une grosse impression en Serie A. Là, c'est un peu plus, tu sens, pas sur la retenue, mais tu sens qu'il est moins réussi, en tout cas en C1 pour l'instant. Mmh. C'est Et on aussi- va finir et on va finir aussi sur ça, Paul, sur le Milan, et on finira après sur l'Inter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un avant et un post-derby. Alors, on parlait justement des clean sheets enchaînés, mais je trouve qu'individuellement, il y a des joueurs depuis le derby, où avant le derby, c'était très satisfaisant. Je parle de Loftus-Cheek, par exemple, Mm. même peut-être un Calabria avec ce fameux nouveau poste au milieu de terrain. Et post-derby, justement, Loftus-Cheek, moi, j'ai beaucoup de mal avec ces matchs. Voilà, Ouais. à part le match au Dortmund, mais je me suis fait presque tous les matchs du Milan en championnat, c'est compliqué. Il y a Calabria, des limites. voilà. Théo Hernandez, mine de rien, le dernier mois de Théo Hernandez, Newcastle, ça allait, mais en Serie A, je trouve aussi, mine de rien, que c'est pas ce qu'on doit attendre de Théo Hernandez. Moi, franchement, à part Maignan, Leao et à part Maignan et Leao, si je parle en termes de régularité pure dans la performance, j'ai beaucoup de joueurs, Paul, depuis le match face à l'Inter, où c'est très irrégulier. Il y a un match où la pièce tombe du bon côté, comme Pulisic face à la Lazio, mais j'ai aussi des matchs de Pulisic depuis le Ouais, c'est ça. derby, où Ah, c'est Pulisic, de toute quand façon, même c'est c'est un peu très le reflet de compliqué. Milan. C'est très Voilà. irrégulier, Pulisic, ouais. Et voilà, Reinders, super début de saison. Depuis le derby, c'est très compliqué. La défense centrale, bon, là, Bah, Tomori t'as peut-être arrive un peu à se Tomori, reprendre, ouais, depuis le derby. Bah, mais on a envie de bah, dire un peu jusqu'à quand Tomori va-t-il se ouais. reprendre? Parce que on a vu que voilà, c'était pas plein de irréguliers, tu vois. Milan, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu le point d'interrogation sur certains joueurs, à part Maignan et Leao, je sais pas ce qu'on en pense, Paul, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'irrégularité, et pour une course au Scudetto, c'est ce qui avait fait la force du Milan sur la fin de saison, c'est cette régularité, surtout individuelle des joueurs. Ah oui, non, mais c'est certain que voilà, Pulisic c'est l'exemple parfait. Hein. C'est le joueur irrégulier qui débute très très fort et qui est rentré dans le rang, qui a complètement rentré dans le rang là, qui te fait des petits des éclairs de génie de temps en temps, mais qui est un peu qui est l'image un peu de ce Milan. Mais oui, après t'as pas de régularité parce qu'aussi, faut regarder vraiment les compos, mais je suis pas sûr que t'enchaînes deux fois le même, 11 de suite, ça me paraît évident qu'ils enchaînent pas côté Milan, mais même au milieu de terrain, hein, c'est un secteur très important, je suis pas sûr que t'enchaînes deux fois avec le même milieu de terrain. Donc c'est un peu compliqué de chercher à l'arrière de la continuité, de la régularité quand soit tu commences avec Krunic qui se pète, donc tu es obligé de mettre un autre mec, sauf que là entre-temps tu as Ostucci qui se pète, qui revient et qui se repète, donc là encore tu es obligé de bricoler. Donc là-dessus, oui, c'est compliqué pour l'instant de trouver vraiment un fil conducteur de ce Milan. Après, ça va être à voir sur la durée, en fait, quand on aura le retour surtout d'un Benasser, pour voir s'il s'installe et qu'il remet un peu d'ordre dans tout ça. Mais pour l'instant, oui, c'est un peu fouillis. Et ouais, à part ton Léao qui est virevoltant, Maignan, de toute façon, c'est il tient la baraque en habitude, mais à part dans le jeu, en tout cas, à part Léao, c'est quand même assez compliqué de trouver vraiment un mec qui dégage que du positif de ses prestations. Pour l'instant, c'est un peu dur. Et là, ça va être intéressant, c'est que ça va forcément ça va changer des choses au classement. C'est que tu as un Milan-Juve qui arrive très vite et tu as un Mhm. Napoli-Milan qui arrive assez vite aussi derrière. Tu vois, par exemple, Milan, ils enchaînent après la trêve, c'est Milan-Juve, PSG-Milan, Naples-Milan. Donc là, tu vas aussi voir, Milan, tu peux voir soit le caractère de cette équipe et après cette grosse semaine avec les deux matchs de Serie A et la Ligue des Champions entre-temps, tu vas voir si Milan a vraiment le caractère ou les forces dans son effectif pour aller chercher en tout cas jouer le Scudetto, ou si tu vas voir les largesses de ce Milan et voir en fait qu'ils sont encore trop limites à certains secteurs et à certaines positions. Mhm.
Et Paul, bon, on va finir du coup très rapidement quand même sur l'Inter, parce qu'on en a pas mal parlé aussi sur le début du podcast. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, du coup, comme force et comme faiblesse un peu pour aussi cette course au Scudetto pour les Nerazzurri? Alors force, t'as un Joe devant qui est quand même qui te tire quand même l'équipe vers le haut, alors surtout un Lautaro, mais qui est ton capitaine et au-delà de son rôle de capitaine, qui sur le terrain montre quand même, même quand il ne marque pas, il est dans le jeu très important et limite irremplaçable. Et après t'as la foot, un Thuram qui surprend tout le monde et donc ce duo-là pour l'instant il n'y a absolument rien à redire et il te porte l'équipe, il donne un allant offensif à cette équipe. Après, point négatif, pour l'instant, c'est un peu dur. Hein. On parle d'une équipe qui a quand même fait 6 clean sheets en 9 matchs, une seule défaite. Je trouve des points négatifs, c'est compliqué. Il faudra voir avec vraiment l'enchaînement des matchs et voir si tu as un de ces titulaires, parce que pour l'instant, la chance de l'Inter, c'est que tu n'as aucun titulaire qui s'est blessé. Donc, voir si un titulaire se blesse à un moment, comment tu vas t'en sortir. Tu vas devoir un peu bricoler avec un joueur qui n'est pas forcément déjà aussi fort, hein, mais qui va devoir enchaîner des matchs à un poste alors qu'il est depuis le début de saison il est sur le banc, donc c'est un nouveau rythme à prendre et tout. Ça va être une des clés aussi, c'est de voir la réaction du banc face à des possibles pépins de titulaires, mais pour l'instant t'as pas de souci, donc pour l'instant le point négatif c'est un peu compliqué à Est-ce que le point ressortir. négatif, Paul, mine de C'est- rien, c'est pas enfin c'est pas la construction, le jeu de l'Inter face à des blocs bas où mine de rien, contre Sassuolo, c'est un peu replié, t'avais aussi un peu du mal. Moi, même si j'avais dit que face à Empoli, c'était bien en première mi-temps, mais en deuxième période, t'as eu du mal à trouver certains relais, Ouais, t'as certains du mal, décalages, mais au final, même parce que si t'as pas Federico Chiesa, t'as pas Dybala qui peut, tu vois, t'as pas ouais, le fameux créatif, le ouais, trequartista qui peut tout créatif te faire comme péter au en une sens seule large. passe. Enfin, Ouais, ouais. voilà, c'est encore un peu le problème cette saison. Il n'y a pas Après encore ça ce tu joueur l'auras pas. De toute façon, créatif et dribbleur. ce profil, tu t'es pas parti dans ton mercato pour l'avoir, donc Mhm. c'est. Bah, ça pouvait le À faire part un peu si avec peut-être un Balogun. Thuram, Thuram peut avoir ce truc-là. Balogun pouvait avoir ce truc. Alors, c'est pas Dybala, évidemment, Balogun, mais il y avait cette fibre un peu dribble où c'est un joueur Ouais. qui avait des très bonnes stats de dribble par 90 minutes. Et tu vois, Bon, pour alors, du moi, coup, à la pour fin, on ne l'instant, plus aller. ce rôle-là, je trouve que Thuram le prend un peu. Où il te fait quand même des différences sur des actions non construites. Par exemple, sur le derby, où voilà, il va te mettre un peu le feu sur le côté. Il a un peu ce rôle-là pour l'instant, Thuram. Donc, ouais, ça, après, pour moi, peut-être le point peut-être négatif que tu vas avoir, mais alors je pousse, c'est peut-être Inzaghi avec cette obsession du Scudetto, bon, ce qui est plutôt logique, hein, tu vois, moi je me remets pas de sa compo de la Sociedad, j'ai beaucoup de mal ça à comprendre comment il a pu, enfin comment il a pu, après tu t'en sors, mais tu fais tourner contre la Sociedad sur le premier match de Ligue des Champions à l'extérieur, contre une équipe joueuse comme ça, et tu mets ton type contre Empoli, derrière j'ai du mal à saisir un peu voilà, c'est des choses, c'est sûrement logique pour lui, dans cet objectif de Scudetto avant tout, mais pour moi, en fait, le fait d'avoir été finaliste de la Champions League l'an dernier et d'être loin d'être ridicule en finale contre City te fait changer un peu de dimension. C'est Saki qui disait ça aujourd'hui, que voilà, tu faisais un peu peur à tout le monde maintenant avec ce que tu avais fait l'an dernier. Et puis là, le match maîtrisé contre Benfica, qui est une équipe plutôt joueuse et qui carte finaliste quand même l'an dernier, t'envoie quand même un signal en Europe en disant que tu seras encore là. Donc je trouve ça dommage de. Mhm. Et puis cette année, c'est très important, Paul, de faire au moins un quart de finale et des bonnes performances parce qu'il y a la fameuse Coupe du Monde à 97 clubs Oui, c'est vrai. qui arrive la semaine prochaine et qui rapporte une somme folle. Alors, j'ai plus le chiffre, mais par équipe, ça rapporte une somme assez monstrueuse. Et par Financièrement, rapport à c'est un petit plus en plus, oui. Quand tu sais que l'Inter, enfin, tous c'est un les petit mois de plus. juin, Je pense que je suis à deux doigts de te dire que tu gagnes. J'ai plus la somme précise, mais on est sur des sommes supérieures à ce que tu gagnerais en Ligue des Champions classique. bah ouais, et quand tu sais que l'Inter, dès qu'arrive juin, tu es dans les calculs en te disant qu'il va falloir vendre un tel, forcément, pas négligeable de Mhm. prendre une petite somme. Hein. Mhm. Donc, on va suivre de toute façon cette course au Scudetto, Paul, et j'espère que tu reviendras. Bon, attention, parce que la dernière fois que tu étais venu, Inzaghi été à deux doigts de sauter. J'espère pour Est-ce Inzaghi. que, est-ce qu'au prochain podcast, il est encore là? Ça va être la question. Ah bah, j'espère, j'espère quand même. Donc, on va espérer quand même qu'il reste. Mais de toute façon, on va suivre tout ça. Il y aura encore des matchs. On est à la 8e journée de Serie A ou Oui, on va jouer la 9e.
Donc là, on va jouer la 9e. Tu as joué 9 matchs cette saison dans 2 Ligues des Champions. Donc je crois que tu vas jouer la 8e. Okay. Donc, 8e journée de Serie A qui arrive dès samedi, 15h, face à Bologne. Bologne de Thiago Motta. Bologne qui nous a fait tellement de mal sur les dernières saisons. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et aussi sur la course aussi en Ligue des Champions, parce que le prochain match, c'est Inter-Salzbourg au Giuseppe Meazza. Et c'est le moment, entre guillemets, de creuser l'écart pour se rapprocher de la qualification en 8e. Surtout que voilà, cette poule de Ligue des Champions, alors toutes les poules sont entre guillemets un peu étranges selon un peu les dynamiques qui sont passées, mais je trouve que le groupe D, voilà, Benfica 0 points, Salzbourg 3 points, la Sociedad qui est en bonne position aussi pour se qualifier, donc on est sur un groupe assez... là, c'est plutôt important, c'est que Salzbourg, tu gagnes l'aller chez toi, le retour là-bas, t'es qualifié, à 80%, je pense. Ouais, parce que tu as 6, alors là tu as 4 points, ouais, tu as 10 points si tu es éliminé, c'est faut vraiment le faire exprès à ce niveau-là, donc je pense, voilà, mais après, comme on sait, Paul, je pense je sais plus si c'est Inzaghi ou un joueur qui l'avait dit, le but évidemment c'est de se qualifier rapidement, et aussi quand même cette première place du groupe, alors c'est pas l'objectif majeur type Scudetto, mais quand même un objectif important, et puis ça sera la première fois que l'Inter serait première de sa phase de groupe depuis le retour en Ligue des Champions sous Spalletti. Eh bien, merci Paul, du coup, pour ce podcast. J'espère que tu pourras revenir prochainement, peut-être pour la fin de la phase de poule, pour faire un peu aussi un bilan sur la première moitié de saison, parce qu'on va arriver du coup. Ce sera décembre, ouais. Donc il y aura pas mal de choses, tous les gros matchs aussi, parce que l'Inter, mine de rien, n'a pas non plus joué de grosses équipes pour le moment, à part le Milan. Là, ça va arriver. Je crois que l'enchaînement, c'est Torino, Salzbourg, Roma, Atalanta. Donc bon, costaud l'enchaînement qui arrive. Donc il va falloir être prêt. Je remercie aussi pour les auditeurs de votre fidélité et de votre écoute. N'oubliez pas évidemment de vous abonner sur la chaîne Spotify et de mettre les 5 étoiles, et sur la chaîne YouTube de vous abonner et de lâcher évidemment un pouce bleu pour partager évidemment le podcast. Merci à toi Paul, merci à tous. Et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!